Alors, il y a une citation que j'aime bien, monsieur qui est là le sait, il avait noté, c'est le verbe lire ne supporte pas l'impératif, aversion qu'il partage avec quelques autres, rêver, aimer, etc. Et j'ai envie d'ajouter le verbe apprendre. On ne peut pas imposer d'avoir envie. Il faut laisser l'espace pour ça. Et pourtant, il y a une autre citation que j'aime bien, qui est celle de Stella Baruch. Alors, la citation est très approximative, elle n'a pas écrit ça comme ça, mais en substance, c'est « Aucun enfant ne veut être pauvre, moche et bête, hein, plutôt que riche, beau et intelligent. » Et en fait, aucun enfant n'a envie de rater ses études. Aucun ado n'a envie de louper. Et finalement, ça a donné cette maxime qu'on partage avec d'autres collègues, qui est de dire que tous les ados sont capables et ont envie d'apprendre si on leur laisse l'espace d'avoir envie. Ça, c'est vraiment pour nous très important pour lutter contre le décrochage scolaire. Et la question qu'on se pose à partir de là, c'est comment rendre les jeunes acteurs de leur apprentissage, comment leur laisser l'espace pour innover, pour retrouver l'envie d'apprendre. Et le hint, mais il m'a coupé tous les effets, parce que normalement ça arrive au fur et à mesure avec une dynamique, et je peux vous poser les questions, si vous avez des réponses, j'ai pas l'air de lire tout ça. Donc c'est la couleur pour Tisserand, c'est l'animation. Donc la question c'est comment est-ce qu'on peut impulser l'entraide entre les jeunes. Et une manière d'y répondre, c'est de penser qu'à l'heure des réseaux sociaux, il y a probablement moyen de travailler en transversal. Alors, un tout petit peu d'éléments sur le décrochage scolaire. Vous avez ici les temps du décrochage scolaire. Alors, en septembre, c'est quand ils arrivent. Donc, par exemple, vous avez fait un mauvais collège. D'accord? Donc, ça veut dire que vous êtes passionné par le secrétariat, comme tout le monde le sait. Hein, et donc, vous arrivez en première année de bac pro secrétariat. J'ai pris cet exemple-là, ça peut être autre chose. Donc, vous arrivez en septembre, vous avez dit que l'école c'était très important, vous y allez. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais alors, en décembre, il fait nuit, mais super tôt. Et puis le matin, je vous en parle même pas, donc bon, on va quand même pas aller en cours quand il fait nuit, quoi. Et puis, en février, entre nous, les maths pour le secrétariat, ça sert un peu à rien, on est d'accord. Donc on va pas aller en maths. En avril, il fait super beau l'après-midi, par contre. Enfin, franchement, c'est un temps idéal pour aller jouer au foot, il y a Roland Garros et tout en mai, enfin, vraiment, il y a plein de raisons de ne pas aller en cours. Et donc ils passent cette année-là, ils sont grands absentéistes. Mais ils ne sont pas décrocheurs, hein. Enfin, quand vous leur demandez, ils sont scolarisés, enfin, c'est normal, tout le monde sache l'histoire, enfin, franchement, qui va en cours d'histoire? Ça, c'est ce qu'ils me disaient pendant ma thèse. Enfin, quand j'ai fait une thèse sur les parcours scolaires, et c'est ce que disaient les jeunes que je suivais. Alors, en octobre, hein, ce qu'ils me disaient, c'est « Ah non, mais t'es vraiment comme ma mère, mais je suis juste en retard à l'inscription, t'inquiète. » Donc, voilà. Fallait pas que je m'inquiète. Et en mars, donc là on est 6 mois après le décrochage officiel, donc on est sur le début du décrochage officiel, on est 6 mois après, là on les a trouvés dans les bases de données, et là ils reçoivent éventuellement une lettre comme quoi ils sont décrocheurs. Et donc là j'ai reçu un coup de fil de Sofiane, 17 ans, Muriel, tu me trouves un éducateur ou je brûle le lycée. Donc c'était le gamin qui n'était pas allé en cours depuis 1 an et demi, dont tout le monde disait qu'il était décrocheur, etc. À tel point qu'il s'en fichait qu'il a été en panique totale quand il s'est rendu compte qu'il l'était. Mais il ne s'en rendait pas compte du tout. Donc il faut bien comprendre que toute cette année et demie-là de décrochage, elle est complètement invisible. Après, évidemment, comme il n'y a aucun système qui vous permet de retourner en cours en mars, vous avez encore au moins 6 mois. Le temps moyen, c'est 30 mois, c'est 2 ans et demi. Le temps moyen, ça veut dire que j'ai rencontré des jeunes, ça faisait 5 ans, 6 ans. Et il y en a qui retournent, hein. Il y en a qui retournent en micro-lycée, il y en a qui retournent dans des structures. Mais le temps moyen, avant de trouver quelque chose, ça peut être trouver ce qui est maintenant la MLDS, ça peut être trouver une mission locale, enfin je veux dire, quelque chose étant n'importe quoi, y compris Pôle emploi. Et je veux dire, le temps moyen avant de trouver quelque chose, c'est 30 mois. Ça a peut-être un petit peu réduit depuis les réseaux focaux, sachant que moi j'ai soutenu ma thèse en 2011, donc un petit peu avant, et que les chiffres sont issus de mes recherches. Alors pour lutter contre le décrochage scolaire, qu'est-ce qu'on peut faire? La première chose, c'est proposer un cadre qui change de la forme scolaire. C'est-à-dire que souvent les jeunes décrochent non pas de l'envie d'apprendre, mais de je reste assis
en rang 2 par 2 à écouter. C'est proposer un espace mixte socialement. Une chose qui aide beaucoup au décrochage, c'est les lycées où il y a de la ségrégation. Par exemple, un lycée polyvalent où vous avez les bacs pro en sous-sol et les terminales S au 3e étage. D'une manière générale, plus vous créez de sentiments de ségrégation, plus vous êtes sûr de générer du décrochage scolaire. Inversement, vous générez de la mixité sociale, vous générez de l'accrochage. Évidemment, faire équipe au niveau des enseignants. Donc, je ne serais pas aussi pessimiste que je ne sais quel collègue qui disait que c'est vrai que c'est pas toujours facile et que ça dépend des établissements et que ça dépend de plein de choses. Mais il y a aussi plein d'enseignants qui ne rêvent que de ça et qui sont tellement heureux quand ils peuvent monter des projets en équipe. Et je pense que voilà, il y a des moments où il est important de voir le verre à moitié plein et de s'appuyer sur les collègues qui ont envie, comme nous, de travailler en équipe plutôt que de déplorer le fait que tout le monde n'a pas envie. Le fait de proposer plusieurs groupes d'inscription. Les élèves décrochent d'un groupe. Les élèves décrochent parce qu'ils ne s'entendent pas avec leurs copains. Parce qu'ils n'ont pas de copains. Ils décrochent parce que ils ont des problèmes, je sais pas, de raquettes, de tout ce qu'on veut. Ils ont un problème dans le groupe. Le fait de proposer plusieurs groupes d'inscription, c'est-à-dire pas juste la classe, mais par exemple des groupes de méthode, je sais pas quoi, des groupes pour le sport. Le fait qu'il y ait plusieurs groupes d'inscription va faciliter l'accrochage scolaire. Et le fait de créer des projets de court terme. Alors j'insiste sur projet et court terme. Un élève qui est à risque de décrochage scolaire, c'est un élève qui ne se projette plus. Si vous lui mettez un truc à 1 an, c'est long, c'est trop loin, ça lui fait peur. Donc il faut pouvoir le raccrocher sur 2 semaines, 3 semaines et y aller doucement. Voilà. Et donc, je finis la partie théorique et après, Adeline va vous raconter un peu le projet qu'on a mis en œuvre à partir de ça. Donc, l'autre problématique, c'est de passer, ce qu'était Libovia, l'ont déjà vu, c'était passer du consommateur à l'acteur, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait passer l'élève de je consomme de l'info à je deviens acteur de mon apprentissage. Et en gros, l'idée, c'est que le consommateur cherche toujours à se réapproprier ce qu'il fait. L'attitude de passivité totale, c'est pas complètement naturel. Et que avec Internet, avec la démocratisation, on peut avoir un espace où tout le monde peut produire. N'importe qui peut mettre ses vidéos sur Internet, n'importe qui peut proposer son savoir. Et d'autant que la plupart des élèves ont accès à un ordinateur. Et donc, on va pouvoir utiliser Internet pour passer en pédagogie active. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on réactualise les pédagogies Freinet, donc les pédagogies où, en gros, Freinet avait mis en place, enfin notamment, il avait fait plein de choses, mais une des choses qu'il avait faites, c'était d'introduire l'imprimante dans sa classe et de faire imprimer un journal d'école à sa classe qui était transniveau, donc il n'y avait pas les petits, les moyens, les grands, et chacun allait à son rythme, et chacun contribuait comme il pouvait. Donc c'était du travail collaboratif à partir d'un outil qui en l'occurrence était l'imprimante. Et donc aujourd'hui, on va pouvoir faire la même chose, sauf qu'on va introduire une tablette, comme disait Serge Tisseron, comme outil de travail collaboratif, et j'ai beaucoup aimé son ordinateur interpersonnel. Donc on va effectivement introduire la tablette dans ce sens-là, et mettre en place des pédagogies type Freinet. Enfin, Freinet ne revendiquait pas avoir créé une pédagogie, donc on n'a pas trop le droit de dire ça, mais on va le dire quand même. Je pense que tout le monde comprend ce qu'on veut dire, c'est-à-dire des pédagogies où les jeunes sont actifs, moteurs de leur apprentissage, et où il y a du collaboratif, et où ils vont pouvoir être sur un projet collectif, mais qui va permettre à chacun de travailler à son rythme. Voilà, donc moi je voulais vous présenter, donc je suis enseignante en sciences économiques et sociales en lycée, et donc j'ai eu la possibilité l'année dernière de participer donc, au projet qui s'appelle Transimook, donc un projet qui a été fait avec Transapi, et donc j'ai participé avec une de mes classes de seconde sur la création de vidéos. Je vais vous montrer un peu. Voilà. Donc Transimook, on a réalisé. Voilà, donc Transimook, c'est réaliser un MOOC, donc un cours en ligne, en histoire-géographie pour la révision du brevet. Donc ce que j'ai pu faire, c'est que je suis prof dans sciences économiques et sociales, donc j'ai travaillé avec mon collègue d'histoire-géographie et les intervenants de Transapi, et on a mis en place donc, des séances pour essayer de travailler sur le MOOC. Donc déjà, voilà, Transimook, donc les MOOC, peut-être que vous connaissez, vous avez déjà vu l'acronyme, donc Massive Online Open
concise, ou cours en ligne ouvert et massif, donc on est parti un peu de cette idée de cours en ligne. Et TransIMOOC, c'est un MOOC qui est créé par et pour les jeunes, donc créé par des étudiants, par des élèves, à destination d'autres élèves. Donc le projet l'année dernière, c'était sur l'histoire-géographie, donc essayer de faire à nos étudiants, à nos élèves, un cours en ligne pour les élèves qui sont en troisième et qui doivent réviser pour le brevet. Donc l'objectif, comme on parle un peu mal, c'est toujours derrière ça de lutter contre, de prévenir le décrochage scolaire. On veut essayer de mobiliser nos élèves sur un projet qui est innovant, sur un projet qui les met vraiment en activité et qui est assez différent de ce qu'ils font d'habitude en classe. Alors, donc concrètement, ce qu'on a fait, donc j'ai mis quelques photos de ce qu'on a fait en classe. Donc concrètement, on a pris 2 séances de 2 heures, les élèves travaillent en petits groupes. Et comme c'était l'histoire-géographie, on leur a donné à travailler sur des biographies de personnages du XXe siècle, parce que c'est le programme de 3e. Et donc les enseignants et les intervenants, puisqu'on était plusieurs enseignants intervenants, voilà, on les a guidés en début de séance, on leur a montré un exemple. Voilà ce que d'autres élèves ont pu faire sur un autre thème en cours. Une petite vidéo, c'était je pense sur Marivaux, on leur avait montré, voilà un exemple. Est-ce que vous serez capable, est-ce que vous avez envie de faire quelque chose, de nous aider à réaliser le MOOC qu'on va faire en ligne? Et après, on les a laissés un petit peu travailler. Merci. Voilà, donc de quoi est-ce qu'on a eu besoin? C'était très simple. On n'a pas besoin de faire quelque chose de très compliqué, très technique. On vous donne du matériel simple. Vous voyez, on a donné des post-it, des feuilles de couleur, des crayons. On était dans une salle à côté du CDI, donc on pouvait aller chercher facilement des manuels. Il y avait des ordinateurs également, si vous voulez chercher un petit peu d'informations. Et le seul matériel, c'était les tablettes à la fin pour qu'on filme leur séquence vidéo. Voilà, donc au niveau des réalisations, donc chaque groupe, c'était des groupes, je pense, de 4 à 5 élèves, pas plus. Chacun a pu réaliser donc une petite vidéo, il y avait 4 personnages historiques, et chacun a pu réaliser quelque chose. On n'a pas imposé de format, voilà, il faut juste que ce soit une petite vidéo de quelques minutes. Faites un peu comme vous voulez, comme vous vous sentez un peu à l'aise. Donc on a des réalisations un petit peu comme celle-ci, donc un récit un peu chronologique. Donc là, Adolf Hitler, ils ont découpé des photos, ils avaient ici, donc c'était avec un crayon, voilà, et on baladait un peu l'image et on racontait, à telle date il s'est passé ça, on mettait des photos, des symboles, et ils essaient de réaliser un cours, peut-être comme ils auraient aimé l'avoir, ou un cours un peu ludique. Voilà, donc on a eu des idées un petit peu différentes. Là, c'est un exemple, on a eu une interview, ils ont pensé faire une interview d'Hitler et d'Eva Braun qui racontait un petit peu toute sa vie. C'était assez spécial, mais on s'est dit pourquoi pas, donc on a laissé faire ça. On a eu des dessins aussi d'élèves, donc c'était des réalisations assez sympathiques et à chaque fois, bien sûr, on faisait attention que ce soit quand même, qu'il n'y ait pas d'erreur au niveau historique. On corrigeait si vraiment il y arrivait, mais ça n'a pas été tout à fait le cas. Oui, je voulais mettre un petit exemple de vidéo, peut-être on ne va pas le mettre en entier, mais pour que vous voyez un petit peu au niveau des réalisations. Donc ça, c'était sur Staline. Je n'ai pas écouté votre cours tout à l'heure. C'était sur quoi déjà? C'est sérieux tout ça. C'était sur Staline. C'est qui lui? Staline, c'est un dictateur russe qui a pris le pouvoir de l'URSS en 1929. Mais c'est quoi l'URSS? L'URSS est l'union des républiques soviétiques et socialistes. Et il a fait quoi, Staline? Staline a fait de l'Union soviétique une dictature personnelle et son but est de construire le socialisme dans un seul pays. Et il a fait la guerre, lui? Tu sais, Staline et Hitler, ils avaient signé un pacte pour ne pas qu'ils s'affrontent, mais en 1941, Hitler attaque Staline et donc le pacte est rompu. Et bien sûr, la bataille la plus importante, c'est celle de Stalingrad, qui dure de juillet 1942 à février 1943. Cette bataille opposait les forces de l'URSS contre celles du Troisième Reich et ses alliés. C'est Staline qui la remporte, comme la plupart de ces batailles. Ah ouais! Alors il y a eu beaucoup de morts. Oui, il y a eu environ 750 000 morts combattants et 250 000 morts civils parmi... Donc juste pour montrer, je voulais montrer celle-ci parce que je trouvais ça pas mal au niveau du dessin. Vous avez vu, voilà, c'est les élèves qui se sont dit tiens, moi je vais faire un dessin, je vais faire ça. Et puis ils essaient de visualiser, à la fin on voit sur la feuille, vous avez Staline au milieu, puis les dates importantes qu'ils ont mis autour, les batailles avec Stalingrad et l'URSS, voilà. Donc finalement, je trouvais ça assez sympathique, le côté on visualise bien les choses à apprendre. C'est une petite vidéo de 2 minutes 30. Bon, tout n'est pas dit sur Staline, il y avait une deuxième vidéo qui reprenait certaines choses, mais voilà. Donc on les a laissés un petit peu libres des formats et on trouvait que le résultat était quand même assez sympathique.
Au niveau des réactions d'élèves, donc j'ai mis quand même les réactions. Donc au début de séance, forcément, il y avait un peu d'hésitation. Voilà, on va devoir se filmer, qu'est-ce qu'on va faire, se poser un peu des questions. Bon, on peut dire quand même sur les personnages choisis. Et Staline, c'est qui, qu'est-ce qu'il a fait, je suis pas sûre. Donc essayez de voir un peu avec les copains, est-ce que vous connaissez, c'est qui. Bon, après, mis à part ça, il y en a voilà, quelques élèves quand même qui se disent mais pourquoi on ferait ça, on n'a pas envie forcément d'aider les autres, nous on ne nous a pas aidé, pourquoi on aiderait les autres. Bon, donc on a essayé un petit peu d'expliquer pourquoi pas, finalement c'est une initiative qui est un peu différente. Oui, on ne vous a peut-être pas aidé, mais en même temps, pourquoi ne pas aider les plus jeunes? Vous avez bien des frères et sœurs, des amis qui vont passer le brevet, pourquoi pas? Ça pourrait être sympa, essayer de faire quelque chose un peu différent de ce que vous connaissez. Donc bon, passer les premières hésitations, finalement ça a plutôt bien fonctionné. On a vu que rapidement, on les a mis en petit groupe et de façon très autonome, ils ont commencé à faire leurs cours, leurs petites vidéos. C'était des séances de 2 heures, on n'a pas dû être toujours derrière, allez-y, dépêchez-vous, faites quelque chose. Comme il arrive malheureusement souvent au cours, on est toujours un petit peu en train de les réveiller. Là, c'était pas le cas, ils ont été assez autonomes. On leur a apporté des fois un livre ou quelque chose en plus. Tiens, vous avez vu ça peut être pas mal. Et ils avaient très envie d'être très pro, qu'on voit quand on a certains rushs en fait, de vidéos où ils étaient attention, ils étaient un peu stressés, il fallait faire ça bien, et on se reprenait. Ils étaient un petit peu stressés, ils voulaient vraiment faire ça très très bien. On a vu des talents qui se réveillent, oui, le côté dessin, certains qui avaient vraiment fait une mise en scène très sympa, voilà. Et aussi, à la fin de la séance, on est assez content de voir que tout le monde ne court pas dehors avec déjà ses affaires prêtes depuis 5 minutes pour sortir parce que c'est la fin du cours. C'était pas tout à fait le cas, donc ça nous a fait un petit peu plaisir quand même, il faut le dire. Là, oui, j'ai mis une photo de capture d'écran du MOOC en lui-même. Donc nous, on a fait 2 séances, on a produit il y avait 2 vidéos par groupe, donc c'était 4, 5, 6 vidéos, je pense, qui ont après été inclus dans le MOOC lui-même, qui a été réalisé donc avec d'autres lycées. Donc nous, on n'a fait qu'une petite brique finalement du MOOC, et il y avait le MOOC en ligne, donc historiographie qui avait été mis en place, donc qui a commencé, il me semble, 6 semaines avant le brevet, avant les épreuves. Donc on a fait partie un peu tout ça sur la plateforme du bac où on était, qui a été animé après par l'équipe de Transapi. Oui, au niveau des points forts de la séance, c'est le côté vraiment mise en activité. On les fait vraiment travailler en même temps, ils se mettent assez rapidement en activité. On fait appel à leur connaissance, mais aussi à leur créativité. C'est des choses qui sont déjà faites en cours. On les fait du coup chercher aussi un petit peu s'ils ne se souviennent plus. Et on leur dit, voilà, faites un peu comme vous voulez. C'est à vous de rendre ça joli, de rendre ça un petit peu ludique. Et il y a aussi le côté responsabilisation. On leur dit aussi, voilà, vous faites ça un peu pour les autres finalement. C'est pas que pour vous, c'est pas que pour que vous appreniez des choses sur Staline, sur Hitler, c'est aussi parce que vous allez montrer que vous savez des choses et vous pouvez les transmettre aux autres. On fait confiance pour ça. Et ça, je trouve ça assez sympa d'appuyer vraiment là-dessus, de les responsabiliser beaucoup là-dessus. Alors, on leur fait confiance et ça, ils le sentent aussi. Et ensuite, après, ils peuvent aller voir en ligne, puisque leur travail il est en ligne. Ils savent que ça va toucher beaucoup de gens. On avait pas 700 inscrits au MOOC, donc on était contents. Ils ont pu aller voir, on a regardé ensemble, je leur ai montré à la fin de l'année qu'ils puissent aller voir ça. Ce qui était bien aussi, c'est que donc, ces 2 séances, elles sont intervenues pour moi, c'était en fin de 3e trimestre, un petit peu dur, en fin de seconde. Il n'y avait plus beaucoup d'élèves. Dans cette classe, il y avait beaucoup d'élèves qui ne venaient plus, donc c'était pas toujours évident. Tout le monde n'est pas venu, mais il y en a certains qu'on n'a pas eu depuis un petit moment, qui étaient revenus quand même voir un petit peu ce que ça donnait, donc on était assez contents de ça. Il y avait des élèves qui avaient des difficultés, on avait une élève en particulier qui avait des problèmes pour parler, qui avait des petits soucis d'élocution, elle a participé, elle a fait partie des vidéos, donc on était aussi contents qu'elle n'ait pas du tout été exclue de ça. Donc c'était vraiment assez réussi pour nous dans ce sens-là. Et voilà, donc c'est pour ça que je pense que ça a été très enrichissant pour les élèves, ça les a beaucoup motivés sur quelque chose, on a travaillé quelque chose de façon différente, ils ont vu qu'on pouvait faire des cours aussi un peu différents, qu'ils pouvaient participer eux-mêmes. Pour nous, c'était bien aussi en tant qu'enseignant intervenant de voir les différentes choses qu'on peut faire pour travailler avec les élèves, et j'aimerais bien continuer à creuser ça justement moi-même aussi dans les cours, on essaye de mettre en place plus de pédagogie comme ça. Mon collègue avait continué lui aussi avec ses élèves en première en histoire géo, à faire des petites vidéos. Et pourquoi pas d'autres thèmes, moi je suis en SES, pourquoi pas essayer de continuer sur des thèmes comme ça, pour vraiment les rendre un peu plus actifs dans les cours. Daniel. Merci. Je voudrais juste, oui, parce que je ne suis pas sûre que tu l'aies dit, donc de ce que je comprends, toi tu as travaillé avec un prof d'histoire géo, c'est ça dans tes cours? D'accord, donc ils étaient 2 profs en transdisciplinaire. Moi j'ai fait pas mal d'interventions, mais j'étais pas là aux interventions dans les lycées d'Adeline. J'étais un peu surprise de ce que tu as raconté sur la solidarité, parce que moi c'était le contraire, j'ai vu des classes entières être motivées par l'idée même d'être solidaire. J'ai vu une classe de bac pro accueil
où il n'y avait que des filles toutes noires, donc on n'avait pas du tout l'impression d'être dans un ghetto, c'était hallucinant. Et qui n'avaient pas eu leur brevet, et quand on leur a dit ça, mais elles étaient tellement contentes de pouvoir faire un truc utile aux autres, et de pouvoir aider les autres, et de pouvoir être solidaires. Ah, il y en a qu'une. D'accord. Parce que, voilà. Et ce que j'aime bien dans ce que tu as dit, et ce que moi j'ai vu dans toutes les séances auxquelles j'ai assisté, c'était le côté extrêmement inclusif, c'est-à-dire que même l'élève qui vient jamais, qui est là par hasard, il peut avoir un rôle, que ce soit dessiner, tenir la caméra, jouer, parce qu'il y a certains élèves qui ont produit des cours en chanson ou qui se sont filmés. Ça, c'était vraiment très très libre. Donc on a eu 2 antennes cette année, à Toulouse et à Paris. Paris qui a couvert toute l'Île-de-France. Donc dans l'ensemble, on a eu 200 jeunes producteurs d'un MOOC qui a compté près de 800 inscrits. On a eu 37 vidéos produites et 24 diffusées. Et les jeunes qui ont vraiment suivi, qui ont regardé au moins un cours, sont allés jusqu'au bout pour 87%, ce qui est énorme. Les jeunes sur Toulouse, c'était intéressant parce que c'était dans une classe où il y avait de 30 élèves, avec 15 qui venaient vraiment des cités, des milieux très populaires, et 15 qui venaient de la banlieue pavillonnaire. Donc c'est un lycée rive gauche qui est vraiment mitoyen, et c'était une classe moitié-moitié. Et ce qui est intéressant, c'est que donc, on a fait un sondage dans cette classe-là, on a fait une intervention sur 10 séances. Et les 15 jeunes de milieux défavorisés ont trouvé que le projet était vraiment utile, extrêmement important, et ça les a vraiment mobilisés. Les 15 jeunes de milieux favorisés ont trouvé que c'était plus gadget, et que voilà, c'était rigolo, ils n'ont pas été aussi enthousiastes sur le projet. Mais on a trouvé ça intéressant de voir que il y avait une telle reconnaissance. Vraiment, les jeunes de milieux défavorisés ont trouvé qu'ils avaient eu la chance d'avoir été choisis, que ça tombe sur eux, de pouvoir participer, etc. Là, en l'occurrence, pour l'intervention d'admin, donc ils sont vraiment partis sur des élèves qui ont répondu à une commande pour le cours d'histoire-géo au brevet des collèges, mais il y a plein de classes où on leur a laissé le choix et où ils ont fait des cours sur à peu près tout et n'importe quoi, des cours de droit. Voire moi, en tant que néo-présidente d'association, puisque je suis originellement prof de maths, je leur ai demandé des cours de droit du travail, par exemple, dans des bacs pro management, et donc j'ai eu des cours sur les CDI, les CDD, le management, que j'avais demandé pour moi. Enfin, je leur avais dit, si vous voulez me faire un cours, ça m'arrangerait bien. Donc je les ai pas diffusés, je les ai gardés. mais on finira par les diffuser. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça permet, donc, comme je disais tout à l'heure, une des manières de lutter contre les décrochages scolaires, c'est de casser la structure classe, et là on y arrive assez facilement. En fait, on peut vraiment travailler très simplement avec des secondes, des terminales, des premières, tout mélangé, voire des bacs plus mélangés. On a fait travailler des cinquièmes et des secondes, tout ça marche très bien. On a eu quelques belles réussites. Une jeune fille qui a en plus témoigné dans Le Monde cet été, qui donc officiellement n'aura jamais été décrochée. Elle a été hospitalisée 6 semaines entre les vacances de la Toussaint et Noël. Quand elle revient le premier jour de cours, elle se prend une sale vanne, puis en fait personne ne veut d'elle, et puis je veux dire, moi pareil que les autres, quand je suis en classe prof normalement, je vois qu'il y en a qui n'arrivent pas à me voir, je vais me lever. Quand je suis en classe prof, entre guillemets, normalement, une élève qui arrive en cours d'année, je ne sais pas quoi faire, parce qu'elle n'a pas les bases, elle n'a pas... on ne sait pas comment construire, comment inclure les élèves. Et ce qui est intéressant donc, avec ce système de dire qu'on propose aux élèves de faire leur propre cours en vidéo, et on les met par groupe qui peuvent changer par sujet, c'est que finalement on n'a pas besoin de ce passif-là. Enfin, je veux dire, on peut prendre le jeune là où il en est. Et donc elle a fait avec nous, elle est venue avec nous entre janvier et Pâques, elle a rattrapé à peu près le programme et elle a pu retourner être scolarisée à nouveau à partir de Pâques. Donc officiellement, elle n'a jamais été déscolarisée. Mais ce qu'elle racontait dans l'article du Monde, parce que c'est pas quelque chose qu'elle nous a dit, c'est quelque chose que j'ai vu en le lisant, c'est que c'est le fait de travailler sur cette méthode-là, où elle se réappropriait le cours, qui lui a donné envie de continuer, qui a redonné du sens à ce qu'elle apprenait. Bon, après on a plein de cas, mais je sais pas si... j'ai mis plein de cas dans mes transparents parce que c'est moi ce qui me fait lever le matin, c'est de penser qu'il y a un tel ou une telle qui est rescolarisé ou qui va retrouver l'envie d'apprendre.
mais je suis pas sûre que ce soit si intéressant au niveau global. Disons au niveau global, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, à chaque fois qu'on a fait 2 séances, on a eu plus d'élèves à la deuxième qu'à la première. Donc les élèves se sont dit, bah tiens, là je peux peut-être revenir. Que les jeunes se sont impliqués, que des jeunes restent au-delà du temps prévu pour le cours, qu'ils ont le sentiment de juste de jouer, de ne pas avoir cours. Et puis on reprend ce que disait Freinet, hein, ne pas écarter les moins compétents au nom de la qualité. Et du coup, on va permettre une amélioration de l'estime de soi et on va permettre de positionner les jeunes en tant qu'acteurs. Et donc, pour nous, TransIMOOC, c'est un axe de remobilisation qui est utile pour tous nos axes de travail, hein, sachant que Transapi, donc nous, on est une association essentiellement d'enseignants, même si on a des bénévoles qui nous aident sur tout un tas d'autres choses que l'enseignement. Mais on a 3 axes. On a un axe d'accueil de jeunes déscolarisés ou non, parce qu'on ne leur demande pas un certificat de décrocheur quand ils viennent. Donc ça peut aussi être juste un jeune qui a envie d'aider les autres, qui a envie d'être innovant. Dans des tiers-lieux, à Paris, on travaille avec la Gaieté Lyrique. Et là, on a donc TransIMOOC, on a aussi un atelier média qui vient de commencer. Donc on propose aux jeunes de faire leur journal. Enfin, donc on a divers projets. On fait des interventions dans des lycées, où là, rebelote, on n'a pas que TransIMOOC, mais on a aussi TransIMOOC qui peut s'inscrire dans toutes les phases. Et puis on a un axe à Transapi de recherche, et on a une thèse qui va commencer sur TransIMOOC, donc en partenariat avec les mines. Et donc ça, c'est assez intéressant pour nous d'avoir un projet qui répond à toutes nos missions. D'avoir un projet qui répond à toutes nos missions et qui nous permet d'avancer, quel que soit l'axe sur lequel on se positionne. Et pour la suite, en fait, c'est que la question, pour nous, c'est comment derrière les jeunes qui sont allés consulter le MOOC vont eux-mêmes devenir acteurs et pas rester passifs, parce que le risque, ce serait ça. Alors, ce qui nous a fait plaisir, c'est que 41% des inscrits à TransIMOOC nous ont dit souhaiter participer à la création d'un MOOC. Alors, on peut penser directement qu'il y avait des inscrits, des profs, etc., ce qui est vrai. Mais on peut aussi aller voir que dans les forums, les commentaires, alors évidemment, j'ai pas été vérifier, moi, l'identité, donc ça se trouve, c'est des faux jeunes. Mais j'ai eu l'impression, et il y a des profs qui l'ont utilisé, qui nous l'ont confirmé, que le côté non surplombant des cours, c'est pas forcément des cours parfaits, la vidéo est pas parfaite, c'est des cours qu'ils auraient pu faire eux-mêmes. Il y en a qui se disent, oh bah d'accord, moi aussi je pourrais le faire, l'année prochaine je vais le faire. Et ça nous a fait assez plaisir de voir ce genre de réaction-là dans les forums, au-delà de ce qu'ils disent là. Et en fait, c'est assez simple. Je veux dire, vous pouvez tous décider que dans vos cours, de temps en temps, ou plus ou moins régulièrement, vous vous dites, tiens, vous voulez pas aujourd'hui, on fait des cours pour les autres, et vous leur proposez de faire les cours qu'ils auraient aimé avoir sur le sujet qu'ils détestent, sur le sujet de votre matière, et ça permet de travailler en transdisciplinaire. Moi, j'ai animé des cours où il y avait absolument tout et n'importe quoi. Et ce qui est intéressant, comme le disait Adeline, c'est que les élèves sont très soucieux de ne pas dire des choses fausses pour les autres. Donc quand ils ne sont pas sûrs d'eux, ils vous demandent. Et sinon, par contre, c'est nous qui faisons le montage. Et en fait, on vérifie au moment du montage qu'il n'y a pas d'erreur. Ça donne aussi un complètement autre statut à l'erreur. On n'est pas en train de leur dire « t'as faux » parce que t'as faux. J'ai eu des élèves qui ont fait tout un cours de maths. Et à la fin, ils ont dit c'était un cours sur les pourcentages, ils avaient tout fait avec 50%. Et à la fin, ils se font « mais on ne comprend rien ». Et ce qui était très juste pédagogiquement, on ne comprenait rien parce que c'était avec 50%. Et que 50%, c'est, comme ils ont dit, c'est trop facile. C'est-à-dire qu'on ne comprenait pas la démarche qu'il y avait à faire parce que si je vous dis 50% de n'importe quel nombre, vous savez le calculer de tête et vous n'êtes pas en train de faire le calcul. Et du coup, ils ont dit, mais il faut prendre des chiffres plus compliqués parce qu'on ne comprend rien. Puis alors là, il y en a un qui m'a scotché qui fait, faut qu'on refasse. Et ils l'ont refait. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que c'est sympa. Donc vous pouvez tous le faire. Vous pouvez nous contacter, on peut vous aider. On peut vous aider aussi dans la valorisation du projet. Nous, cette année, on a 2 TransIMOOC. Enfin, on espère parce qu'on manque de sous. On est, pour l'instant, moi je suis bénévole à temps plein. Et voilà, enfin on est bénévole. Donc c'est pas évident. Mais on va essayer de vous aider. Enfin, il y a un truc sur lequel on a eu le financement cette année, c'est TransIMOOC Culture. On a un partenariat avec le Grand Palais. On va proposer aux élèves
plutôt à risque de décrochage, de faire des vidéos de médiation culturelle et de faire un MOOC de médiation culturelle, notamment pour l'exposition Jean-Paul Gaultier au Grand Palais. Et il y a 2 autres MOOC qui nous tiennent à cœur. On aimerait faire français au brevet des collèges et on aimerait faire français langue étrangère parce qu'on s'est rendu compte, on était intervenu l'an dernier dans des classes de primo-arrivants, que c'était hyper efficace comme stratégie de proposer aux élèves primo-arrivants de faire des cours. Et donc on voudrait continuer là-dessus, mais bon, pour l'instant il nous manque un peu de sous, donc on verra. Voilà. Merci beaucoup, Marianne et Adeline. On a le temps pour encore un super projet. On a le temps pour quelques questions, donc comme d'habitude, vous pouvez lever la main et un micro vous sera tendu. N'hésitez pas. Alors moi j'ai une première question, puisque je vois qu'il y a des hésitations. Combien coûte Transapi? C'est pas une question piège. Alors, c'est... Pour un professeur qui voudrait faire un petit MOOC avec ses élèves. Alors, en fait, globalement, l'an dernier, les élèves qu'on accueille, on les accueille toujours gratuitement. Et globalement, l'an dernier, on est intervenu gratuitement, et puis il y a des proviseurs, et puis on n'était pas du tout sûr de pouvoir continuer, parce que la pérennité de la structure, elle repose sur le fait que mon amoureux, il veut bien me financer, mais ça va pas tenir 10 ans. Et donc il y a des proviseurs qui nous ont proposé de dire ok, est-ce que vous pouvez nous mettre un coût en face du projet, et voilà, en gros le lycée est prêt à payer pour que vous continuiez à intervenir ou à aider les enseignants, etc. Voilà, donc en gros... Surtout par... En fait, moi, ma question c'était plutôt par rapport si moi je suis un professeur et que j'ai envie de me mettre à... tu peux le faire. N'importe qui peut le faire. Ça, il n'y a pas besoin, il y a quasiment pas besoin de nous. Après, si vous devenez bénévole à Transapi, vous avez la formation gratuite. Et en échange, vous êtes bénévole à Transapi. On fait des formations à Transimooc. Et si vous voulez... par contre, si vous voulez qu'on intervienne dans vos cours... voilà, pour l'instant c'est gratuit, mais si vous avez des idées de financement, on serait preneurs, parce que la pérennisation du projet en dépend. Là, on est... C'est quoi votre rayon d'intervention? Vous êtes national, vous êtes local? Votre rayon d'intervention, c'est quoi? C'est local, c'est national? Alors, on est national, mais on est national avec essentiellement une antenne à Toulouse et une antenne à Paris. Sachant qu'on est intervenu, l'an dernier je suis intervenue à Lille, à Amiens. Là, on essaie de monter des antennes. Moi, j'ai des demandes. J'ai plusieurs personnes, à la fois côté bénévole et côté parents d'élèves décrocheurs sur Lyon. Donc, j'espère que l'antenne de Lyon va se monter. J'ai eu des demandes à Lille, mais je les ai envoyées en Belgique tellement j'avais pas d'idée de choses pour... c'est un jeune qui venait de décrocher. Et pour aller en école de la deuxième chance, il faut avoir 1 an de décrochage. Pour aller en micro-lycée, il faut avoir 6 mois de décrochage. Et donc, il n'avait pas suffisamment décroché pour pouvoir raccrocher. Donc, il était nulle part, le pauvre. Et moi, je l'ai envoyé en Belgique parce que c'est tout ce que j'ai trouvé, mais un peu désespéré. Donc, pour l'instant, on intervient où on peut. J'allais dire quasiment physiquement. Après, il ne dépend que de bénévoles et d'impulsions. C'est pas très difficile à mettre en œuvre. Je veux dire, des profs... c'est-à-dire changer un tout petit peu l'organisation du lycée et que des profs puissent le faire. On a travaillé l'an dernier avec des maisons des lycéens, avec des assistants d'éducation. C'est pas monstrueux comme travail. On va essayer de travailler avec des LDS cette année et voir comment on pourrait mettre en place ce projet de manière plus pérenne déjà. D'accord. Merci beaucoup. Il y a une question? Bonsoir. J'ai relevé dans les termes que vous avez employés pour positionner les élèves dans les apprentissages une évolution. Peut-être je me trompe, vous me direz, c'est le but de ma question. On a parlé d'élèves consommateurs, on a parlé d'élèves décrocheurs, on a parlé d'élèves acteurs, on a parlé d'élèves actifs. Donc, est-ce qu'au travers des 2 expressions que vous avez eues chacune dans vos interventions, une qui a dit les élèves étaient actifs, moteurs de leur apprentissage, et vous qui avez dit certains qui ont fait une mise en scène très sympathique. Est-ce qu'on va vers une nuance évolutive qui serait que l'élève serait metteur en scène dans ses apprentissages?
Serge Tisserand n'est plus là pour nous faire l'analyse psychanalytique, mais en tout cas, j'aime beaucoup. Enfin, c'est complètement pas prévu et inconscient, mais j'aime beaucoup cette idée. Je sais pas ce que tu as. Après, c'est un peu un choix de termes. Moi, j'utilise un peu ces termes-là pour essayer de, je sais pas, d'essayer de mettre un nom dessus. Je trouvais qu'ils étaient, que souvent en classe, dans les cours traditionnels, ils sont pas du tout actifs et ils sont pas du tout impliqués dans ce qu'on fait. Et j'essayais, voilà, de dire effectivement dans ce type de projet, d'activité, c'est pas moi qui suis obligée d'être derrière, de pousser. C'était vraiment eux. On leur donne une idée de départ et ils sont partis. Donc actif metteur en scène, pourquoi pas, puisqu'en plus là, la question était de faire des petites, en plus des vidéos, des mises en scène. Et j'aime bien l'idée aussi parce que c'est ce dont on parlait avec la Khan Academy. Je disais, mais ce qui est intéressant, même sur des supports qui existent déjà, moi ce que je fais parfois, c'est que j'anime des séances où je leur dis, bon bah voilà, on a tel élève qui a tel type de problématique, un handicap ou autre, il a besoin d'un cours sur tel sujet, est-ce que vous pouvez là passer l'heure à aller chercher tous les cours sur le sujet et dire lequel est le meilleur? Et donc là, on est effectivement aussi entre guillemets dans de l'édition. Donc on est aussi, enfin je sais pas si c'est votre idée avec la mise en scène, mais on est aussi dans l'idée que ils deviennent acteurs. Oui, le projet a été incubé au lycée autogéré de Paris. Enfin je dis incubé, donc pour ceux qui connaissent le lycée autogéré, ils votent tous les cours. Et donc ils votent les cours et donc les élèves avaient voté, je suis passée par 3 commissions et ils ont voté qu'il y avait un atelier Transapi les vendredis de 16h à 18h et donc pendant 6 semaines, le vendredi de 16h à 18h, il y a des élèves du lycée autogéré qui ont essayé de réfléchir à comment faire une école plus inclusive et qui sont arrivés à Transapi. Et je trouve que ça va avec cette idée-là d'élèves acteurs. Alors, une petite précision, c'est parce qu'en fait, je parlais d'évolution dans la terminologie. C'est pour éviter cette confusion où on peut considérer que l'élève acteur, c'est un comédien mis en jeu de rôle donné. Acteur, comédien. Alors que l'élève actif, c'est vraiment toute une dimension qui est donnée à l'action de l'élève dans ses apprentissages. C'est cette petite nuance qui, pour moi, est très importante et qui peut déboucher sur des interprétations multiples, bien sûr. Attendez, juste 2 secondes le micro pour ceux qui nous suivent. Oui, je ne suis pas sûre d'avoir exactement compris dans quel cadre vous intervenez et comment, concrètement. Comment vous vous situez, en tout cas, par rapport à l'école Saint-Plon ou l'école 42 Rien à voir, parce que on les aime beaucoup. Mais des fois, Saint-Plon, on peut envoyer des jeunes. Mais en fait, Saint-Plon, il s'adresse aux plus de 18 ans et il prépare à l'informatique. Nous, on s'adresse à n'importe quel âge. Enfin, on intervient plutôt en lycée, donc de fait plutôt plus de 16 ans. Et c'est une technique pour travailler n'importe quelle matière. Je veux dire, on peut avoir pendant le même cours 7 groupes d'élèves. Moi, j'ai vu 7 groupes d'élèves différents. Un groupe de 4 élèves qui fait des maths, un groupe de 5 élèves qui fait de l'histoire, un groupe de 4 élèves qui fait de l'anglais. Enfin, j'ai déjà vu 7 matières différentes traitées pendant le même cours. Ça pose aucun problème. Et à la fin, on regarde toutes les vidéos et chacun a fait une vidéo de 2 minutes sur tel ou tel sujet.